Bonjour à tous, il est 16 heures sur Radio Laser. Cet après-midi, nous partons à la découverte de l'espace. Les trous noirs, trous de verre, ou encore la matière noire. Quels sont tous ces mystérieux phénomènes que l'on observe dans l'espace? Dans moins de 5 minutes, nous aurons l'occasion d'écouter l'interview de Marc-Alexandre Gianin, médiateur scientifique et conférencier au Planétarium de Rennes. Juste après, nous retrouverons la Minute Culture. Et vers 16h20, nous rencontrerons Guillaume Lefay, membre de la Société d'astronomie de Rennes. Enfin, l'agenda spatial nous donnera les dates repères à venir. Mais pour commencer, parlons conquête spatiale et écologie. Écologie, conquête spatiale, deux sujets qui sont devenus indissociables. Mais d'abord, souvenons-nous et faisons un petit bond dans le passé. La conquête spatiale a débuté pendant la guerre froide, l'Union soviétique a alors lancé Spoutnik et a envoyé le premier homme dans l'espace. Et puis, quelques années plus tard, les États-Unis ont pris la tête de la course et ont réussi l'exploit de faire atterrir un homme sur la Lune. C'est ainsi que d'autres États ont commencé à s'investir dans le domaine du spatial et notamment la France. Quel est réellement l'impact environnemental de la conquête spatiale? Alors il est vrai que c'est une question assez récente puisqu'auparavant on ne se posait pas du tout la question, mais pour dire les choses clairement, l'exploration spatiale, qu'elle soit le fait de milliardaires ou d'agences spatiales, génère des pollutions astronomiques. Prenons un exemple simple. Pour un vol de seulement une dizaine de minutes, ce ne sont pas moins de 80 tonnes d'équivalent CO2 qui sont émises dans l'atmosphère. Et cela correspond à plus de 6 fois la quantité de CO2 émise par un Français, et ce sur la totalité d'une année. D'autant plus que certains vols durent des heures et des heures. Et puis à tout cela, il faut aussi rajouter toutes les émissions indirectes, c'est-à-dire la construction des fusées, de toutes les infrastructures, la production des carburants, etc., etc. Alors bien sûr, des vols spatiaux, on n'en fait pas tous les jours, et heureusement. Et de ce fait, la pollution liée à l'industrie spatiale reste pour l'instant très limitée, comparée bien sûr aux pollutions générées par le trafic routier par exemple. Si on parle d'écologie et de spatial, il est difficile de passer à côté des déchets spatiaux. Oui, tout à fait, cela fait d'ailleurs partie des enjeux majeurs des prochaines décennies. En fait, le volume des débris spatiaux ne fait qu'augmenter. Mais alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour que justement l'orbite terrestre ne devienne pas totalement impraticable? Eh bien, en fait, deux choses. On cherche à gérer la fin de vie des satellites en les envoyant soit vers une orbite cimetière, soit en les faisant brûler dans l'atmosphère directement. Mais pour autant, on peut déjà s'interroger sur la nécessité de produire toujours plus de satellites. Ils sont de plus en plus fabriqués à la chaîne, de moindre qualité. Ils voleront donc en éclats au moindre choc et formeront toujours plus une poubelle céleste. Quand on parle de conquête spatiale, on pense tout de suite à coloniser Mars. Il est donc impossible de passer à côté d'Elon Musk et des ambitions de SpaceX. Et oui, les génies ça ose tout, Elon Musk, PDG de SpaceX, ne déroge pas non plus à la règle. Il prévoit toujours d'établir une colonie d'environ 1 million d'humains sur Mars d'ici 2050. Le milliardaire est convaincu que la survie de l'espèce humaine passe par la conquête de cette planète. Et pour atteindre son objectif, quelque peu ambitieux, il va falloir dépasser un nombre incalculable de problèmes, tous aussi complexes les uns que les autres, et ce dans un délai très court. Mais est-ce qu'au-delà de la conquête spatiale, n'y a-t-il pas d'autres solutions pour l'homme? Parce qu'il semble peu probable que l'on puisse envoyer ne serait-ce qu'un équipage sur Mars avant 2030, tant les obstacles à surmonter sont énormes. Temps de voyage, radiation, conditions de vie sur place. Et d'ici là, les conséquences du réchauffement climatique auront eu le temps de rendre la Terre nettement moins propice à la vie humaine. Bref, l'idée de quitter la Terre a peut-être du sens à long terme, mais à court terme, la démarche semble plutôt illusoire et contre-productive. Merci Elliot. À présent, nous allons écouter l'interview de Marc-Alexandre Gianin, médiateur scientifique et conférencier au Planétarium de Rennes. Il va nous en apprendre un peu plus sur l'espace et la conquête spatiale. Bonjour Marc. Bonjour. Marc-Alexandre, je sais pas comment Oui, vous préférez. Marc-Alexandre. Marc-Alexandre, ok. Donc vous êtes médiateur scientifique et conférencier. Et donc on aimerait bien savoir en quoi consiste précisément votre métier. Donc moi, je travaille à l'espace des sciences, et en particulier au planétarium. Donc j'anime des séances de planétarium, c'est-à-dire qu'on a un planétarium qui est en temps réel. On a un système de projection et tout est relié à des ordinateurs, à des calculateurs. Et moi, du coup, je choisis ce que je vais afficher sur le dôme du planétarium, est-ce que je vais afficher le ciel du soir, est-ce qu'on va aller dans l'espace, et si on va dans l'espace, c'est moi qui choisis d'aller vers telle planète, telle étoile, telle galaxie. Et sinon, à côté de ça, des fois, j'interviens dans des écoles, généralement écoles primaires ou des fois en maternelle aussi, pour parler d'astronomie. On dit plus conquête spatiale, exploration spatiale. Alors moi, je préfère exploration spatiale, parce que conquête, c'est vrai qu'il y a un côté guerrier, il y a un côté on est les premiers, on le fait, même si dans la réalité, c'est vrai que souvent ce qui a amené aussi des fois, ce qui a conduit l'humanité à se surpasser, c'était des questions des fois plus géopolitiques,
montrer qu'on était meilleur que les autres, etc. Mais bon, moi, j'aime à espérer qu'on ira plutôt vers de l'exploration et de la collaboration entre les pays. Mais du coup, en ce moment, sur la géopolitique, c'est toujours le cas. Il y a des frictions entre les pays qui C'est permettent compliqué, des avancées, effectivement. ou, Là, présentement, là, c'est vrai que en 2022, avec les conflits qu'il y a en particulier entre les États-Unis et la Russie, et c'est vrai que ça présage rien de très bon. Alors qu'il y avait déjà cette situation à l'époque de la guerre froide, et puis justement au moment où les relations se sont améliorées au niveau international entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, l'espace a été une opportunité pour collaborer, pour faire des choses ensemble. Ça a été l'occasion de montrer que quand l'humanité travaille ensemble, on peut faire des choses extraordinaires, quoi. Je veux dire, construire une station orbitale, habitée 24 heures sur 24, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et donc on pourrait pareil imaginer pouvoir faire encore bien davantage, mais bon, en ce moment, ouais, c'est pas trop le cas. Ouais. Et du coup, là, vous avez parlé de la Station spatiale internationale. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques missions que les astronautes réalisent dans cette station et en dehors aussi, parce qu'ils font des sorties extravéhiculaires? Alors, il y a des travaux, pas mal de travaux portés sur le corps humain, hein. Donc on étudie en fait l'impact des voyages dans l'espace sur les astronautes. Donc il y a des prises de sang en particulier, il y a différents examens qui sont faits dans l'espace. Récemment, il y a deux astronautes américains qui sont jumeaux. Et donc il y a eu une mission où il y en a un qui est parti dans l'espace, il est parti pendant 1 an, hein, et son frère, lui, est resté sur Terre. Et donc là, en ce moment, ils sont en train de faire des comparaisons entre les deux. Bon, d'ailleurs, les premiers résultats tentent à montrer que c'est plus mauvais que ce qu'on pensait encore, les voyages dans l'espace. Il y a des travaux sur la biologie pour voir comment des plantes peuvent pousser dans l'espace en absence de gravité, avec évidemment l'idée derrière de se dire si on fait des voyages plus longs, est-ce qu'on pourrait faire pousser directement des aliments dans l'espace? Il y a des travaux menés sur le recyclage des déchets, donc ça pourrait aussi avoir des retombées sur Terre. Voilà, il y a des choses sur des comportements des animaux, par exemple, on étudie voir comment les araignées vont faire des toiles d'araignées dans l'espace, puisque quand elles le font sur Terre, en fait, quand elles font une toile, en fait, elles cèdent de la gravité, puisqu'elles se laissent tomber. Or là, il n'y a pas ça dans l'espace. Et en plus, le fait de faire une toile d'araignée, c'est quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qui est appris. Et en fait, on s'est rendu compte que, assez rapidement, les araignées arrivaient à s'adapter au milieu et trouver une autre façon pour faire quand même la même toile d'araignée, puisqu'en plus chaque espèce fait des toiles différentes. Elles arrivaient quand même à faire leur propre toile, alors qu'on pense que c'est quand même quelque chose d'inné, mais elles sont capables de s'adapter et d'apprendre. Voilà, c'est intéressant, quoi. Il y a de nombreux projets pour aller sur Mars dans les prochaines années, mais ça passe d'abord par retourner sur la Lune. Pourquoi retourner sur la Lune avant d'aller sur Mars? Pour l'instant, on n'est clairement pas capable d'aller sur Mars. Ça reste encore trop loin, c'est encore trop compliqué. Il y a encore trop de problèmes à résoudre. Et puis finalement, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été sur la Lune que même déjà y retourner, c'est pas forcément une chose aisée, parce que tous les travaux, les ingénieurs qui avaient travaillé là-dessus, tout ça, ça a un peu été oublié. Et puis l'idée, c'est que là, si on envoie des équipages sur Mars, il faudra qu'ils y restent pendant longtemps, puisque comme la Lune tourne autour de la Terre, la distance entre la Terre et la Lune est toujours à peu près la même. Donc on met 3 jours pour y aller, 3 jours pour revenir, à peu près quel que soit le moment, la date où on y va. Alors que comme la Terre et Mars tournent l'une et l'autre autour du Soleil, elles ne tournent pas à la même vitesse. La Terre met 1 an pour faire un tour autour du Soleil, Mars c'est 2 ans. Donc il y a des moments où les deux astres sont au plus près, et là il faut quand même au moins compter 6 mois de voyage, ce qui n'est pas rien. Et puis à mesure, les deux planètes vont s'éloigner l'une de l'autre, et ça sera au bout de à peu près 2 ans que de nouveau elles seront proches. Donc là, l'idée, ça serait d'envoyer des équipages sur la Lune, mais pas seulement pour rester un jour ou deux, comme ça avait été le cas dans les années 60, ça serait vraiment d'avoir une base sur la Lune, être capable de survivre sur la Lune, et pour effectivement après refaire la même chose sur Mars. Une des idées en cours, ça serait peut-être d'ailleurs de passer par une étape d'abord de faire
une station orbitale autour de la Lune. Un peu comme on a fait une station orbitale autour de la Terre, faire une station orbitale autour de la Lune, puis ensuite une base sur la Lune, faire peut-être des allers-retours entre la station orbitale et la base lunaire, et ensuite refaire quelque chose comme ça sur Mars. Ouais. Et maintenant, voici la Minute Culture. Top chrono, Antoine. Pour commencer, parlons un peu du 7e art. Je vous propose 3 films pour vous faire découvrir l'espace. D'abord, le film Interstellar de Christopher Nolan, qui raconte les aventures d'un groupe d'explorateurs qui utilisent une faille dans l'espace-temps afin de partir à la recherche d'une nouvelle planète habitable. Ensuite, Les Figures de l'ombre par Theodore Melfi. Ce film narre le destin extraordinaire au début des années 60 de 3 scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale. Et enfin, le film Seul sur Mars de Ridley Scott. Lors d'une expédition sur Mars, l'astronaute Mark Watney est laissé pour mort par ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés à décoller en urgence. Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir sur une planète hostile. Sinon, si vous voulez en prendre plein les yeux, vous pouvez suivre le compte de la NASA sur les réseaux sociaux. Et oui, chaque jour, l'agence poste des photos époustouflantes prises par ses satellites en orbite dans tout l'univers. Et pour finir en musique, nous écoutons Starman de David Bowie, chanson extraite du film Seul sur Mars, cité précédemment. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh, I leaned back on my radio. Oh, oh, some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fade. That was no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. I had to phone someone, so I picked on you. Oh, oh, hey, that's far out. So you heard him too. Oh, oh, switch on the TV. We may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fights. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman
Merci de rester avec nous sur Radio Laser. Je laisse la parole à Mathéo qui va nous parler des mystères de l'espace. L'espace est un monde très méconnu qui regorge de phénomènes mystérieux et inexplicables. Les scientifiques tentent d'appliquer des théories afin de pouvoir les comprendre et leur donner un sens physique. La question de la création de l'univers, par exemple, reste encore sans réponse précise. Mais beaucoup de ces phénomènes soulèvent parfois plus de questions que de réponses. Attardons-nous sur ces véritables mystères de l'espace. Les trous noirs sont des objets célestes mystérieux et pourtant très présents à travers tout l'univers. C'est une région de l'espace dans laquelle une grande quantité de matière est accumulée. Un trou noir est très dense et massif, à tel point qu'un trou noir de 10 fois la masse de notre Soleil aurait un diamètre de la ville de New York. Ah oui, c'est vraiment petit. Mais ça a quoi comme particularité un trou noir ? Une des nombreuses propriétés étranges de ce corps céleste est que toute forme de matière, y compris la lumière, ne peut pas y ressortir. Qu'est-ce qu'il y a au milieu alors ? Pour savoir ça, il faudrait passer sa frontière, qui s'appelle l'horizon des événements. C'est malheureusement à partir de cet endroit que la matière ne peut faire de retour en arrière. C'est donc impossible de savoir ce qui s'y trouve en son centre, dans ce qu'on appelle sa singularité. Un autre objet mystérieux de l'espace est la matière noire. Les scientifiques ont remarqué que certains phénomènes physiques se déroulant dans l'espace pourraient uniquement avoir lieu si leur masse était plus importante que celle qui est observée. C'est de là qu'est partie cette hypothèse de la matière noire, qui ne reflète et émet aucune lumière. Mais c'est quoi exactement la matière noire ? Elle serait constituée d'étoiles massives et de trous noirs, et plus d'un quart de la matière dans l'univers serait composée de cette substance inconnue. Et j'avais aussi entendu parler des trous de verre. C'est quoi ? Ce sont des objets fascinants souvent utilisés dans l'univers de la science-fiction. Ces véritables tunnels spatio-temporels permettent théoriquement à un voyageur de traverser l'espace-temps et ainsi de se retrouver dans une autre région de l'univers. Il serait placé au centre des trous noirs et résulterait d'une liaison entre deux trous noirs. Mais ça marche comment ? Pour comprendre ce phénomène, imagine simplement une feuille de papier représentant l'espace-temps qui est pliée sur elle-même. Un trou de verre simule un trou dans cette feuille et fait la jointure entre les deux régions de l'espace. Mais cet objet céleste complexe reste uniquement théorique et ni son existence ni son absence n'a encore été prouvé. Le voyage dans le temps serait également possible selon les scientifiques. Et comment c'est possible ? En fait, la lumière a une vitesse, extrêmement élevée certes, mais elle ne voyage pas instantanément. Donc lorsqu'un télescope très puissant observe une étoile mourir très loin dans l'espace, il se peut que les rayons lumineux soient parvenus à la Terre des milliers d'années après la mort de cette étoile, et nous verrions en réalité un événement qui s'est déroulé des milliers d'années plus tôt. Les scientifiques continuent encore de faire des découvertes sur des sujets de l'espace très suivis. Il a été notamment découvert récemment comment les trous noirs accélèrent naturellement les particules. Peut-être que d'ici quelques années, le voyage dans le temps sera possible. En attendant de pouvoir changer le passé, je peux déjà vous prédire le futur et vous dire que nous allons d'ici quelques instants écouter l'interview de Guillaume Lefay, membre de la Société d'astronomie de Rennes. Quel devin ce Mathéo. Comme promis, voilà un extrait de l'entretien. Nous allons parler de la possibilité d'observer des astres au sein même du bassin rennais et des planètes habitables. Bonjour Guillaume, vous êtes membre de l'ASAR, la Société d'astronomie de Rennes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur l'ASAR et le rôle que vous occupez au sein de cette association ? Alors, la Société d'astronomie de Rennes, c'est une association, loi 1901, qui a été créée en 1974, donc qui a fêté ses 48 ans cette année, et qui a vocation à ce que tous les mondes partagent finalement la connaissance du ciel et puis l'observation. On a des partenariats avec la ville de Rennes et la communauté de communes où on a notre observatoire, à la Couillère, dans le sud de Rennes. On fait de la photo du ciel profond, on fait de la photo de paysages nocturnes, on fait de la spectroscopie. On a des spécialistes qui pilotent des planétariums, parce qu'on a un planétarium en dur à la Couillère, on a un planétarium gonflable qu'on déplace à Rennes dans les écoles, etc. Et puis il y a un atelier par miroir qui, les gens construisent leur télescope de A à Z, donc la structure, et vont polir le miroir, etc., avec la bonne courbure, pour faire leur propre télescope. Voilà, c'est globalement les grands champs d'application de la Société d'astronomie de Rennes, et on participe aux grandes manifestations dans l'année, qui sont par exemple la Nuit des Étoiles, qui est la plus connue. Du coup, vous avez parlé de votre site de la Couillère, mais quels sont les autres endroits, les bons spots pour pouvoir observer le ciel profond, ici sur le bassin rennais ? Alors sur le bassin rennais, la Couillère c'est un bon spot. Déjà la Couillère c'est une commune qui est labellisée village étoilé. Voilà, donc la pollution lumineuse est très peu présente. On s'est installé d'ailleurs à la Couillère pour avoir la métropole de Rennes dans notre dos, c'est-à-dire à notre nord, puisque tous les astres passent plutôt devant nous au sud. Donc on est pas mal préservé sur la métropole de Rennes. Voilà, c'est un bon spot. Après, plus largement, en Bretagne, il y a quelques bons spots. Alors, on peut se rapprocher parfois des côtes, parce qu'il y a moins de villes, donc moins de pollution lumineuse.
Sinon, ça va être les monts d'arrêt. Et est-ce que le ciel il est modifié par rapport aux différentes saisons? Alors, le ciel, ça dépend. Dans l'atmosphère ici en Bretagne, c'est toujours un peu... voilà, l'astronomie en Bretagne, c'est un peu un challenge quand même. Voilà. Mais oui, les constellations changent au fur et à mesure des saisons, ça revient tous les ans, mais la Terre tourne autour du Soleil, donc entre l'hiver et l'été, on n'est pas du même côté du Soleil dans le système solaire, donc on n'a pas accès aux mêmes constellations, par exemple. On va avoir des constellations d'été, comme le Cygne, l'Aigle et la Lyre, et puis on va avoir des constellations d'hiver, comme Orion, voilà, qu'on commence à voir arriver à l'est en ce moment, avec 3 belles étoiles alignées, faciles à trouver. Et du coup, le thème principal finalement de l'émission, c'est la conquête spatiale. Est-ce que vous savez s'il y a des planètes habitables assez proches de la Terre ou... Alors des planètes habitables proches de la Terre, pas à ma connaissance, non. Et des planètes habitables tout court, aujourd'hui, à ma connaissance, on n'en connaît pas. Les exoplanètes, puisque les planètes habitables dans le système solaire, il n'y en a pas. Voilà, on a vite fait le tour. Hein, toutes les sondes qu'on a envoyées depuis les années 50-60, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de planète habitable en dehors de la Terre dans le système solaire. Et dans les exoplanètes, elles sont assez loin, donc plusieurs années-lumière, donc complètement hors de portée de nos technologies actuelles. Et celles qu'on détecte en général sont très très grosses. Aujourd'hui, on n'arrive pas encore à détecter des planètes semblables à la Terre en dimension, etc. Elles ne réunissent pas tous les critères. Alors, c'est compliqué parce que les critères, on parle souvent de zone d'habitabilité, c'est-à-dire globalement la position de la planète par rapport à son étoile. Donc on se base sur les critères qu'on connaît, c'est-à-dire le système solaire. Mais dans le système solaire, Mars, par exemple, est dans la zone d'habitabilité. Par contre, elle n'est pas du tout habitable. Voilà. Donc ça demanderait plus d'études si un jour on a je pense qu'on en a déjà, mais des planètes dans les zones habitables de leur étoile, ça suffit pas en fait. Donc vous nous avez parlé de la nuit des étoiles que vous organisez avec la Star. Et concrètement, lors de cet événement, qu'est-ce que vous proposez au public? Alors ce qu'on propose au public, à la Couillère, on propose d'observer les planètes en général. Cette année par exemple, on a fait beaucoup Jupiter et Saturne parce que c'était très proche, et voir Jupiter et Saturne, alors on peut les voir à l'œil, mais ça ressemble à des étoiles pour quelqu'un qui ne connaît pas le ciel, donc on la regarde comme ça, et après on la regarde à travers des télescopes qui sont sur le terrain, et voir simplement les anneaux de Saturne, en général ça fait un effet assez waouh auprès de beaucoup de monde. Donc voilà, on fait l'observation des planètes, on fait l'observation des constellations, donc on explique un petit peu les constellations, on essaye de montrer aux gens comment les reconnaître, comment les retrouver. Tout le monde connaît à peu près la Grande Ourse par exemple, donc on repart souvent de la Grande Ourse pour retrouver l'étoile polaire, pour retrouver d'autres constellations. Donc on observe le ciel. On fait du planétarium à la nuit des étoiles, donc on a des séances de planétarium toute la soirée et jusque des fois assez tard dans la nuit, globalement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, il n'y ait plus de visiteurs. En début de soirée, on fait aussi ce qu'on appelle un chemin solaire dans le village de la Couillère, c'est-à-dire que je travaille beaucoup avec la communauté de communes et la commune de la Couillère, donc on a un chemin solaire qui part de la mairie de la Couillère et qui revient jusqu'au centre d'astronomie. Et en fait, on parcourt toutes les planètes du système solaire et on a essayé de conserver les proportions de distance entre les planètes. Donc on voit que les premières sont à quelques pas et que les suivantes, à partir des géantes, là, souvent on fait plusieurs dizaines ou centaines de mètres entre eux. Donc ça permet aux gens de se positionner et de prendre un petit peu conscience des dimensions. Et puis on fait aussi des visites de coupoles, parce que principalement de la grande coupole, on a un télescope de 400 mm de diamètre. Donc voilà. Bien, merci Guillaume. Avec plaisir. Et maintenant, voici les grandes dates à venir de l'exploration spatiale. Place au calendrier de l'espace. Je vais vous résumer les grandes parties de la nouvelle aventure spatiale de ces 10 prochaines années. Alors c'est simple, les voyages dans l'espace vont s'intensifier de plus en plus dans les années à venir, avec pour objectif majeur Mars. Mais pour cela, il y a plusieurs étapes primordiales avant d'arriver là-bas. Et oui, il faut compter pas moins de 6 mois pour le voyage vers Mars, alors qu'il faut seulement 3 jours pour aller sur la Lune. La première étape de cette conquête, donc, c'est le retour sur la Lune. C'est le but des missions Artemis. Le mercredi 16 novembre, après 2 reports, la plus grosse fusée jamais construite a décollé de Floride dans le cadre de la mission Artemis 1. Cette opération avait pour objectif de valider le lanceur des futures missions, le SLS, et de valider le module Orion. Le retour du module est prévu le 11 décembre. Son objectif était de rapporter des données sur les vibrations et les radiations dans l'espace. Ensuite, la mission Artemis 2 devrait avoir lieu en 2024. Elle emmènera des astronautes en orbite autour de la Lune. L'année d'après, l'équipage d'Artemis 3 posera le pied sur la Lune pour la première fois depuis 1972 et la mission Apollo 17.
L'objectif à long terme est d'établir une base sur la Lune, qui servira d'intermédiaire pour l'exploration d'autres planètes, notamment Mars. Et sinon, quelles sont les autres missions qui auront lieu dans les années à venir? Le premier vol d'essai orbital sans équipage d'un vaisseau spatial indien mi-2023, suivi d'un second test fin 2023. L'année prochaine pourrait également voir le lancement de la première mission d'exploration privée vers Vénus, avec pour but de vérifier la présence de bactéries sur cette planète. 2023 devrait également être l'année de l'essor du tourisme spatial, grâce aux compagnies privées comme SpaceX, Virgin Galactic ou Axiom Space. Comme on vient de le dire, les années 2024 et 2025 seront des années importantes pour la communauté scientifique, avec des missions importantes et surtout les missions Artemis. En 2026, la mission Dragonfly quittera la Terre pour atteindre Titan, la lune glacée de Saturne. 8 ans seront nécessaires pour l'atteindre avec un atterrissage prévu en 2034. Par contre, il n'y aura pas de mission vers Mars avant 2030. Effectivement, les avancées technologiques actuelles ne permettent pas encore d'atteindre la planète rouge. Mais si vous ne voulez pas attendre pour aller dans l'espace, je vous propose une alternative, la boîte de nuit L'Espace Club. C'est sur ces mots que se termine notre voyage dans les étoiles. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Radio Laser. Nous remercions Marc, Alexandre Gianin et Guillaume Lefebvre pour leur participation à cette émission. Merci de nous avoir écoutés et bon après-midi.